Bonsoir à tous. Donc, nous allons ouvrir le conseil municipal du 25 juin. Et donc je vais désigner Isabelle Montenoy comme secrétaire de séance. Bon, la première des choses à faire, c'est l'appel. Donc, Fontana Eric, donc j'y suis. Gérard Larrivé. Présent. Isabelle Montenoy. Présent. Nicolas L'Espagnol. Présent. Vanessa Terris. Procuration à Gérard Larrivé. Jean-Marie Faïp. Présent. Valina Lasseron. Présent. Jean-Pierre Malosto. Présent. Daniel Gouverbanks. Présent. Colette Moulin-Berger. Michel Tabaran. Présent. Philippe Borne. Présent. Marie-Christine Giom. Procuration à Colette Moulin-Berger. Thierry Dernis. Présent. J'ai bien synchronisé. Florence Durand-Cornard. Procuration à Philippe Borne. Philippe Travers. Présent. Hélène Roux. Absente. Jeanne Muret. Procuration à Isabelle Montenoy. Elisabeth Cauchy. Présente. Fabrice Pointu. Présent. Nicolas Zidley. Présent. Dominique Colombo. Présente. Jean-Claude Chian. Procuration à Dominique Colombo. Stéphane Perrin. Présent. Rachel Rossignol. Procuration à Julien Bernard. Julien Bernard. Présent. Céline Bernard. Présente. Ok, merci. Donc on va le faire passer pour signature. Allez, on fait tourner. Donc première chose, je vous demande d'approuver le compte rendu de la dernière réunion du conseil municipal. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Oui, Moi, je suis contre et Jean-Claude, il s'abstient. d'accord. Contre l'approbation. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de lecture. Bon, est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc une abstention pour Jean-Claude. Et... Ok. Donc maintenant, on va commencer les délibérations. La première délibération, c'est la demande de subvention auprès du département de Vaucluse au titre de la répartition du produit des amendes de police. Alors avant d'aborder cette première délibération, je souhaite apporter une précision. Il s'agit aujourd'hui de solliciter une subvention. Les travaux ne sont pas engagés immédiatement, cette aide est demandée en amont afin que la commune puisse disposer des financements nécessaires lorsqu'elle décidera de les réaliser. Nous aurons donc le temps de préciser le projet et de le mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Cette demande répond à un constat largement partagé par les habitants, la vitesse excessive à l'entrée du village, le volume important de circulation et la dangerosité du virage des Platanes. La mise en place de feux intelligents constitue une réponse qui pourrait être considérée comme expérimentale. Elle permettra d'évaluer son efficacité pour améliorer la sécurité des usagers, tout en s'inscrivant dans une démarche plus globale d'apaisement de la circulation aux entrées du village. Alors la délibération en elle-même, c'est Nicolas qui va la présenter. Je lis son micro, ça va aller, on va m'entendre. Vous pouvez passer le micro, vous pouvez passer le micro. La première fois, je parle dans un micro. Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, donc pour reprendre un peu ce qui a été bien, qui a été un résumé, fait l'objet d'une répartition annuelle destinée à financer les opérations contribuant à l'amélioration de la sécurité routière et des conditions de circulation des usagers. Dans ce cadre, les communes peuvent solliciter une aide financière pour la réalisation d'aménagements visant notamment à sécuriser les déplacements piétons et cyclistes, améliorer la signalisation routière, aménager les voiries ou renforcer la sécurité aux abords des équipements publics. La commune souhaite déposer un dossier de demande de subvention au titre de l'exercice 2026, pour cette année, pour la réalisation d'opérations suivantes: la sécurisation de des deux entrées principales du village, pas que le feu du virage de l'avenue Étienne Lafitte de Girard, il y a aussi celui près de l'école, là-haut. Le coût prévisionnel de l'opération, suite au devis qu'on a fait, est de 42 963 € hors taxe. Le taux de subvention peut atteindre 70% de dépenses. Il est donc demande au conseil municipal de bien vouloir valider la demande de subvention auprès des services du département, c'est le département qui offre cette subvention, dans le cadre du dispositif de répartition du produit des amendes de police pour l'année 2026. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, vous nous proposez aujourd'hui de solliciter une subvention pour la mise en place de feux intelligents destinés à sécuriser les deux entrées principales du village
pour un montant prévisionnel de 42 963,65 hors taxe. Même si cette opération peut bénéficier d'une subvention pouvant atteindre 70%, elle représentera néanmoins le reste à charge pour la commune. Dans le contexte financier actuel marqué par les observations de la Chambre régionale des comptes sur la situation budgétaire de Loris, pouvez-vous nous préciser les éléments qui conduisent la municipalité à considérer cette opération comme prioritaire? Tu l'as expliqué en préambule. Voilà, je l'ai expliqué en préambule. Oui, d'accord, Ouais. je comprends très bien. Voilà. Mais je pense qu'au niveau de la population, c'est partagé. C'est pas tout, voilà. Donc on parlera tout On ne à parle l'heure. pas pendant le conseil, monsieur. D'accord? Merci. C'est à moi de faire la police de la santé. Oui, pas à toi. d'accord. Mais bon, c'est contre moi. Donc, voilà. Bon, par ailleurs, une étude de circulation relevée la de vitesse. On n'entend plus, on n'entend plus. Ouais. Il va être éteint. Par ailleurs, une étude de circulation. Non, je ne sais pas. Allô? Ça marche. Moi, je vais le dire très fort. Par ailleurs, une étude de circulation des relevés de vitesse de statistiques accidentatiogènes ou de rapport de services compétents justifie-t-il la mise en œuvre de cet aménagement? Est-ce qu'il y a eu un rapport? Non, il y a eu des. Enfin, je sais pas. A priori, c'est assez. Tout le monde l'admet. Le virage en dehors de la vitesse qui est important. Je ne sais pas si tu t'es déjà trouvé en train de croiser un bus. Je ne sais pas si tu t'es trouvé en montant en vélo. Je ne sais pas si tu montes en vélo. En montant en vélo, en essayant de se faire arracher par des voitures qui passent. Donc, on a fait un comptage, par contre. On a fait un comptage des véhicules qui montent et qui descendent. C'est une vraie demande de sécurité. Est-ce qu'on peut passer en poussette dans cette descente au niveau des platanes? Est-ce qu'on peut passer en fauteuil roulant dans cette descente Quand au il y niveau aura des du temps, platanes? on pourra passer? Et selon comment ça se passe, on pourra élargir le trottoir. Voilà. Donc tout conclut à faire cette chose. On verra si on l'a fait. Dans tous les cas, cette demande de subvention, elle est à déposer avant le 30 juin. D'accord, Sinon, elle est perdue pour cette année. d'accord. Ok. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, Julien? C'est normal parce qu'on ne projette rien pour l'instant. À part un fond d'écran. Quoi. Ah, le live Facebook? Ah, ça, le spécialiste va se lever. Julien, vas-y. J'avais juste une question sur le financement. En Oui. effet, on est dans un contexte quand même un petit peu tendu. Je crois savoir qu'on reçoit cette subvention en amont de la dépense. Exactement. Ça nous évite d'avancer la subvention, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Admettons qu'on ait une situation tendue pour la fin de cet exercice. Est-ce qu'on peut reporter une partie des travaux, au-delà de ces fameux 30 000 € de subvention, à l'exercice d'après? Alors, on a en principe la possibilité de différer les travaux. Il faut qu'on les justifie, évidemment, parce que la subvention, elle est sur un dossier. Mais on verra si on le fait en septembre. On a du financement, non. C'est pas l'objet du conseil municipal, mais on a un plan de financement pour ce genre de choses. La Chambre régionale des comptes, on en parlera tout à l'heure, mais elle n'a pas dit de tout bloquer. Donc on a des financements, ça peut être financé. On l'a pris en compte, cette histoire. Si ce n'est pas possible cette année, on le fera début l'année prochaine. D'abord, il faut d'abord consulter, vérifier que ça soit faisable. Dans tous les cas, la subvention elle est obtenue, c'est d'ailleurs la seule comme ça, est obtenue en amont des travaux, dès qu'elle est acceptée. Donc ça nous laisse une marge de manœuvre de discussion. Voilà. Et on peut très bien différer les travaux le temps de... Et on peut en différer une partie. Bah, c'est un peu rouge si tu mets pas les deux. Il y a 30 000 € de subvention, il y a 30 000 € de subvention, ça peut correspondre à peu près aux deux d'en bas. Voilà. Et on pourrait décaler celui d'après à l'exercice d'après. Voilà, alors celui d'en haut, que ce soit clair, celui d'en haut, c'est un feu qui va devenir rouge quand on va dépasser la vitesse autorisée en arrivant. C'est-à-dire qu'il est fait pour ralentir les voitures. Donc là, il est à l'orange tout le temps, tout le monde s'en fout. Alors que là, on va arriver, on va dépasser la vitesse, le feu va devenir rouge et les personnes vont être obligées de s'arrêter. Celui d'en bas, c'est différent, c'est pour régler le trafic. Et le côté, comme le disait Dominique, accidentogène de la situation, le côté passage de PMR, passage de poussette, etc. Ceci étant dit, est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? 2.
Donc, je vous remercie. On passe à la délibération suivante. Alors, les deux délibérations suivantes, je vais faire aussi un préambule. Elles concernent les ressources humaines. Donc, petit préambule. Il ne s'agit pas de recruter de nouveaux agents. Les personnes concernées travaillent déjà au sein de la commune dans le cadre de contrats arrivant prochainement à échéance. Les délibérations proposées permettent simplement de créer le cadre d'emploi nécessaire afin de pouvoir les maintenir dans leurs fonctions et d'assurer la continuité du service public. Par ailleurs, notre adjointe en charge des ressources humaines, qui est absente aujourd'hui, mène actuellement un travail rigoureux d'évaluation des besoins de chaque service afin d'adapter au mieux les effectifs aux besoins réels de la commune. Notre objectif est de stabiliser les équipes existantes tout en construisant progressivement une organisation des services adaptée aux besoins de la commune, sans créer de postes qui ne seraient pas justifiés. C'est le préambule des livres. Donc la deuxième délibération porte en création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité service technique. Afin de répondre aux besoins temporaires engendrés par l'augmentation saisonnière de l'activité du service technique, il est proposé de créer un emploi non permanent conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique. Cette création de poste vise à renforcer ponctuellement les effectifs du service technique durant la période de forte activité, liée notamment à l'entretien des espaces publics, des espaces verts, des bâtiments communaux, ainsi qu'aux interventions techniques supplémentaires générées par la saison. Le recours à un agent contractuel sur emploi non permanent permettra d'assurer la continuité et la qualité du service public, tout en faisant face à cette surcharge temporaire de travail, sans justifier la création d'un emploi permanent. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent à temps complet pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité au sein du service technique, pour une durée maximale conforme à la réglementation en vigueur, 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'on a une évaluation du coût global pour la commune? Le coût global est le même que celui qui est dépensé maintenant pour cet agent qui arrive en fin de contrat et qui a besoin de retrouver cet emploi sur ce cadre d'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Julien? Une précision, parce que là on parle de renfort, c'est ça qui gêne un petit peu. Ben, c'est la formulation de la délit qui doit être faite comme ça. Mais en fait, la personne n'est pas en renfort, elle est déjà là. Mais, par contre, elle sera en renfort, ou quelqu'un d'autre doit être en renfort si elle est obligée de quitter son contrat pour partir. Donc, on la remet dans un cadre d'emploi. Donc, une continuité de service sans avoir une majoration Voilà, exactement. d'impact financier. Exactement. Sur cette délib, est-ce que quelqu'un s'abstient? Moi, je m'abstiens. Vous êtes, Je toi, m'abstiens et Jean-Claude, il vote contre les deux. Jean-Claude vote contre. D'accord. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça y est, il y a un contre. Ben voilà, merci. Troisième délibération porte en création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au centre de loisirs. Afin d'assurer le bon fonctionnement du centre de loisirs et de garantir un encadrement conforme aux effectifs accueillis durant les périodes de forte fréquentation, il est nécessaire de procéder au recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent. En effet, l'augmentation ponctuelle du nombre d'enfants accueillis au sein du centre de loisirs génère un besoin temporaire de personnel d'animation supplémentaire. Cette situation constitue un accroissement temporaire d'activité au sens des dispositions du Code général de la fonction publique. Il est donc proposé au Conseil de créer un emploi non permanent d'animateur à temps complet pour une durée totale de 12 mois sur une période de 18 mois, afin de renforcer l'équipe d'encadrement du centre de loisirs et de maintenir la qualité du service rendu aux familles dans le respect des normes réglementaires applicables. L'agent recruté exercera principalement des missions d'animation, d'encadrement et d'accompagnement des enfants accueillis au sein de la structure. Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver la création de cet emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité et d'autoriser l'autorité territoriale à procéder au recrutement correspondant. Même question. Y a-t-il des questions? Non. Qui s'abstient? Qui s'oppose? 2. Ok. Donc on passe alors au délib suivant et on va allumer les projets. On va allumer les projecteurs. Avant ça, un petit préambule. Les 6 délibérations qui suivent concernent l'urbanisme, avec principalement le plan local d'urbanisme.
Le constat est simple, il est indispensable que notre commune sorte du règlement national d'urbanisme, RNU, qui nous laisse très peu de marge de décision, pour disposer d'un PLU, outil que la commune pourra pleinement maîtriser. Depuis notre installation, nous avons examiné avec attention le projet qui avait été présenté au vote en février. Nous y avons apporté toutes les modifications qui étaient juridiquement possibles, sans avoir à reprendre la procédure, ce qui aurait entraîné un nouveau retard de plusieurs mois, voire de plusieurs années. L'adoption de ce PLU ne constitue donc pas un aboutissement, mais une étape. Dès son approbation, nous engagerons une procédure de modification afin de l'adapter aux besoins de la commune et aux orientations de la nouvelle équipe municipale. Ce travail sera conduit évidemment en consultant la commission d'urbanisme, créée lors du précédent conseil municipal, sous la responsabilité de notre adjointe à l'urbanisme, en lien avec moi-même. Il sera mené dans un esprit d'écoute, de concertation et d'amélioration continue, afin que notre PLU devienne un véritable outil au service du développement harmonieux de l'ORIS. Alors je vais allumer mon PC. Vous n'allez pas, oups, ça commence mal. On a prévu quelques petites images pour vous parce que ce que M. le maire a expliqué peut paraître un petit peu synthétique et comme le PLU est un sujet important pour la commune, nous avons prévu d'en lire davantage. Quelques petites définitions, parce que malheureusement, un sujet comme le PLU impose des acronymes. Donc, il y en a quelques-uns qui vont revenir et on va essayer de les aborder. Voilà. Donc, le PLU, c'est un plan local d'urbanisme. Ce qui est important à ce sujet, c'est qu'il est géré localement. Le RNU, c'est le Règlement national d'urbanisme. Lui, il est géré par le préfet. Vous devinez tout de suite la nuance entre des gens qui sont loin et des gens qui sont près. Le PADD, c'est l'acronyme pour le projet d'aménagement et de développement durable. Il exprime le projet du territoire. C'est la clé de voûte du PLU. Le PLU doit être, et toutes les modifications doivent être parfaitement conformes au PADD. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. C'est un document d'urbanisme à l'échelle du territoire. Pour nous, le territoire, c'est bien sûr LMV. Ce territoire diffère, la nuance sera importante plus tard, de la communauté de communes des Portes de Luberon, qui était la communauté de communes à laquelle Loris était avant de se raccrocher en 2014, je crois, ou 15, excusez-moi, à LMV. Non, quand je vais sur Internet, c'est plus bas, c'est plus tôt. Bien, qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme? Ça exprime un projet stratégique de développement. Et en principe, il engage la commune pour une durée de 10 à 15 ans. Ça donne les outils de développement souhaités pour le territoire. Ça définit le droit des sols, le zonage, le règlement pour toutes les autorisations de construire. Ça définit la vocation future des espaces. Et il applique les lois sur l'urbanisme, l'environnement, l'habitat, la loi SRU entre autres, mais toutes les lois qui peuvent s'ajouter, et Dieu sait s'ils s'en ajoutent. Et il doit être compatible avec tous les documents de rang supérieur, donc le SCOT, mais aussi le SRADET. Celui-là, c'est le SCOT au niveau de la région. Non. Si. Comment on fait pour faire un PLU?
Donc il y a une procédure très stricte à respecter. D'abord, il y a toute une phase d'étude et de concertation avec un diagnostic qui se fait en concertation avec les habitants et qui se fait en conseil municipal. Puis il y a un PADD, on l'a vu tout à l'heure. Puis il y a le règlement et le zonage. Le PADD, il y a tout un débat à la fin du PADD au niveau du conseil municipal et on interroge des personnes publiques associées pour l'accepter. Puis, vous arrivez à lire tout ce côté-là. Pendant tout ce temps, il y a des études environnementales et il y a des concertations avec les habitants. À un moment donné, on a un projet qui est à peu près ficelé. On l'arrête. Il y a un arrêt de projet. Et à ce moment-là, on interroge d'une manière formelle toutes les personnes publiques associées, c'est-à-dire toutes les directions, 11, on a levé là. Et puis on fait une enquête publique avec un commissaire enquêteur et un rapport de ce qu'ont dit les personnes publiques associées et une synthèse de ce qui a pu être dit en enquête publique. Et puis finalement, on met en forme et pendant la phase de mise en forme, on prend en compte les avis des personnes associées et les avis de l'enquête publique que la commune choisit d'intégrer. Et puis, à la fin de ça, on est au bout de la flèche verte, il y a l'approbation en conseil municipal. Voilà le schéma normal. Non, ça passait bien. Voilà. Pardon. Ça, c'était la théorie. Voici l'historique de l'élaboration du PLU de Loris. Donc, son élaboration a été votée le 7 novembre 2014 en conseil municipal. Il y a eu un premier débat sur le PADD le 30 novembre 2016, 2 ans plus tard. Il y a eu un premier arrêt le 29 novembre 2018. À cet arrêt-là, il y avait des avis réservés des personnes publiques associées parce que le SCOT de LNV dans lequel on était en train de rentrer, enfin dans lequel on était, mais le SCOT, le schéma d'orientation territoriale, était en finalisation et déjà notre projet n'était pas conforme à ce qui se dessinait. Et puis, donc courant 2019, il y a eu abrogation de l'arrêt. Ça veut dire que c'est une espèce d'annulation sans revenir en arrière. Il y a eu une pause, il y a eu le Covid, il y a eu les élections, il y a eu d'autres choses. Les élections de 2020. Et puis, l'affaire a repris en novembre 2023. Très vite après, il y a eu un deuxième arrêt du PLU, donc le 30 janvier 2024. Donc on était déjà, vraiment, puisqu'il n'y avait que 2 mois de travail, ça ressemble à celui qu'on avait fait avant. Et sur cet arrêt de 30 janvier 2024, la DDT a fait un avis défavorable. Et ça, c'est grave. Et nous a entre autres demandé d'ajouter une ZAP pour Rock Fresh. Ne me demandez pas parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne... Ah oui. Je me suis fait avoir. Du spectacle de Rock Fresh. Ce projet-là, de nouveau, cet arrêté il a été abrogé il a été annulé, on va dire, courant 2024. Il y a eu un 3e débat de PADD en décembre 2024, puis un arrêt au 8 avril 2025, avec, donc, après l'arrêt, on a eu sur ce PLU arrêté toutes les PPA, toutes les personnes publiques associées étaient favorables avec des réserves, certaines, mais n'étaient pas défavorables. Et par contre, puis à l'enquête publique, il y a eu un avis défavorable du commissaire enquêteur, beaucoup pour des raisons de forme, quelques raisons de fond. L'une entre elles, c'est entre autres que tous les documents de consultation qui avaient servi au PPA étaient vieux. Et effectivement, la commune n'avait pas refait n'avait refait que les consultations indispensables, je suppose, pour des raisons temporelles et peut-être financières. Voilà. Et donc, il y a eu un conseil municipal d'approbation le 5 février 2026. Le PLU n'a pas été approuvé. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne que de 2016 à 2025, nous avons dépensé environ 134 000 €
pour ce PLU. Il y a eu 11 missions différentes, je ne vous les lis pas parce que ça manque d'intérêt, mais ce n'est pas que sur le commissaire enquêteur, ce n'est pas que sur l'enquête, ce n'est pas que sur le... Voilà. Il faut payer un petit peu tout le monde chaque fois qu'on fait ce genre d'exercice. Alors, pourquoi voter le PLU? Je le montre. On va le voter, il faut le voter pour sortir du RNU. Ça, c'est la première urgence, parce qu'en sortant du RNU, on permet à la commune de définir son propre projet de territoire, on permet un zonage adapté aux réalités locales, on permet de modérer la consommation d'espace, notamment agricole, on facilite la maîtrise de l'urbanisation, on améliore la sécurité juridique parce qu'on a un cadre qui est posé et ça sert de connaître le cadre. Je sais pas s'il y a des parents là, à la salle, mais les gamins, il faut les cadrer aussi des fois. Et ça permet de mettre en œuvre des politiques publiques, voilà, comme des logements sociaux. Alors, aujourd'hui, le PLU, donc, il n'a pas été approuvé, mais il n'a pas encore été dénoncé. On est encore dans une procédure engagée. On n'a pas à tout refaire. On a encore une copie qui a une chance. Et nous avons 3 choix. Enfin, il y a 3 choix, donc du moins cher et du plus court, voilà, ils sont classés par ordre. Le premier, c'est approuver le dossier qui a été présenté le 5 février. Et comme la loi nous le permet, refaire quelques modifications. Si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'entre l'enquête publique et le dossier qui est présenté au conseil municipal, il peut y avoir des choses qui se modifient, qui se glissent, dans un cadre extrêmement rigoureux. On ne vient pas changer des choses dans le dos de qui que ce soit. C'est très très cadré. Notre deuxième choix, c'est d'abroger l'arrêt. Donc on revient en arrière complètement et on refera un arrêt de PLU. Ça, on pourra faire beaucoup plus de modifications, mais il faudra refaire des avis sur les personnes publiques associées, peut-être une enquête publique. Il faudra au moins 12 à 18 mois de délai et oui, les Jean-Marie, une vingtaine de milliers d'euros, on va dire. Et notre troisième choix, c'est la totale. Donc on approche l'arrêt, on refait un débat de PADD, on re-arrête un PLU. Voilà, donc on refait tout, et là, le cabinet nous dit 24 mois, nous, ça nous a pris 6 ans, le premier. Voilà, donc la commune choisit l'option 1. Et on propose une délibération, on propose en délibération, le dossier qui a été présenté le 5 février, avec quelques modifications qu'on a pu glisser avec l'aspect juridique correct. Ces modifications, depuis le 5 février, nous avons fait évoluer le règlement du PLU, bien évidemment pas les dessins, ça on ne pouvait pas. On a travaillé sur la protection des locaux à usage commercial en réservant des linéaires de rez-de-chaussée au commerce sans indication de durée. Autrement dit, qu'un bâtiment a été un commerce, il doit le rester. Tout après, mais on ne détruit pas des commerces en rez-de-chaussée comme ça. On a aussi travaillé pour favoriser l'implantation de commerces, puisque dans le projet de PLU, il fallait des espaces de stationnement pour créer un nouveau commerce. Nous avons supprimé cette obligation en disant que s'il y a, des places de stationnement à proximité du commerce, il n'y a pas besoin qu'il en crée d'autres. Puis glisser avec l'aspect juridique correct. Ces modifications, depuis le 5 février, nous avons fait évoluer le règlement du PLU, bien évidemment pas les dessins, ça on ne pouvait pas. On a travaillé sur la protection des locaux à usage commercial en réservant des linéaires de rez-de-chaussée au commerce sans indication de durée. Autrement dit, qu'un bâtiment a été un commerce, il doit le rester. Tout après, mais on ne détruit pas des commerces en rez-de-chaussée comme ça. On a aussi travaillé pour favoriser l'implantation de commerces, puisque dans le projet de PLU, il fallait des espaces de stationnement pour créer un nouveau commerce. Nous avons supprimé cette obligation
en disant que s'il y a, en écrivant, que s'il y a des places de stationnement à proximité du commerce, il n'y a pas besoin qu'il en crée d'autres. Et nous avons apporté des points techniques visant à aligner des définitions sur les communes voisines. On avait un PLU qui différait un petit peu des communes voisines et LMV, entre autres, et d'autres ont fait des remarques qui ont été prises en compte. Donc ces définitions touchent, vous l'avez lu, la hauteur des annexes, le calcul de l'emprise au sol, enfin des choses extrêmement techniques. Donc nous considérons que nous avons des documents finalisés, c'est le PADD. Je vous le laisse le lire pendant quelques instants, mais sur 2 gros thèmes. Préserver le cadre de vie d'un village du sud du Perron et structurer le territoire pour poursuivre le développement de son attractivité. Là, le PLU, là je vous le montre, mais vite fait. En gros, en vert, c'est les bois. En jaune, ce sont les terres agricoles. On voit qu'on a des zones un petit peu mixtes. Et puis en rose et rouge, c'est la partie dense. Et plus c'est rouge, plus c'est habité. C'est juste pour le montrer. Et on est coincé, on est entre les communes voisines. Voici juste un mauvais, j'ai pas fait mieux, un mauvais zoom du PLU sur la partie centrale. On voit des parties de plus en plus sombres et je ne sais pas si vous retrouverez où vous habitez, mais c'est pas facile. Ok. Ce PLU, ce projet de PLU comprend 2 zones d'orientation d'aménagement et programmation. La première, elle est sur le quartier Saint-Roch, entre là où il y a le très grand hangar. C'est l'ancienne ferronnerie. Et la deuxième, c'est le quartier des Régales. Enfin, c'est un OAP sur le quartier des Régales. C'est de part et d'autre du chemin de Régalie, un petit peu en dessous de la déchetterie. Ouais. Voilà. Voilà, alors, sur ce PLU, y a-t-il des questions? Bon, l'ordre du jour prévoit l'approbation du plan local d'urbanisme, et immédiatement après, vous faites des modifications. Donc moi, je voudrais savoir, parce que c'est très difficile à comprendre, hein, il y a des milliers de pages et tout ça, mais pourquoi on vote le PLU et après on fait les modifications et c'est ce qu'a expliqué Daniel tout à l'heure, c'est que le vote du PLU, il va être immédiatement validé, ce PLU, et à partir du moment où il est immédiatement validé, on peut se lancer dans des procédures de modification. Les procédures de modification... C'est bizarre qu'on le vote avant et qu'on modifie, on ne pouvait pas faire les modifications avant. C'est exactement ce qu'a expliqué Daniel. Toutes les modifications qu'on envisage de faire, ce sont des modifications qui vont entraîner une enquête publique, etc. C'est-à-dire qui vont entraîner des délais de 12 mois, 24 mois, etc. Or, il faut sortir de ce système de RNU. Donc, le meilleur moyen qu'on ait trouvé parmi les options qui nous ont été présentées, c'est de rentrer dans le système PLU en votant ce PLU, et immédiatement, on est sur du PLU et on lance la modification du PLU qui prendra du temps, qui réunira la commission d'urbanisme, on travaillera avec les habitants, etc. Et ça nous permet, en votant ce PLU maintenant, de sortir du RNU. Et la différence qu'il y a entre celui qui a été présenté en février, c'est qu'on a fait quelques modifications de forme, plus les 3 modifications dont Daniel a parlé, et qui sont importantes pour la commune. Il y a d'autres modifications extrêmement importantes de la commune qu'on ne pouvait pas intégrer à ce PLU parce que ça déclenchait un délai supplémentaire et qu'on voulait renoncer à ce délai. Oui. En tout cas, on n'a pas tous les éléments pour... Mais tu avais dans le dossier tous les éléments pour. Maintenant, peut-être il faut prendre le temps de le lire, que c'est un gros dossier. Oui, hein? C'est un gros dossier. Mais on ne remet pas en cause la nécessité de faire ce PLU. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas modifié. Maintenant, il nous a expliqué. Bon, donc, une fois ceci expliqué, est-ce qu'il y a d'autres questions? Julien. Alors du coup, on l'a lu, mais peut-être qu'on n'aurait pas dû. Parce qu'on trouve un dossier qui est mal fait, pas abouti, avec des contradictions. Donc on a le choix entre la peste et le choléra. Soit le RNU qui n'est pas du tout favorable à l'ORIS,
soit un PLU qui est très très mal fait. Voilà, qui est très mal fait. Et ma question est, êtes-vous sûr de pouvoir mener au bout toutes les modifications que vous avez en tête? Ou est-ce qu'on ne va pas être retoqué par la préfecture derrière sur nos modifications? Sur ce PLU-là, tu veux dire, ou ce qu'on fera après? Le PLU, on va le voter aujourd'hui. Voilà. On va le mettre en vote aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir les modifications dans 2 mois, dans 2 mois, qui vont devoir être validées par la suite. Est-ce sûr qu'elles vont être validées, ces modifications? Si c'est pas validé, il y aura un commissaire enquêteur, il y aura ci, il y aura ça, il y aura des personnels publics associés qui donneront leurs avis. À nous de le construire intelligemment. À nous de le construire intelligemment ce coup-ci et complètement. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit retoqué s'il est correct. Dans tous les cas, on sera dans le régime de PLU. Il faut savoir qu'on perd le RNU, il nous fait perdre des terres agricoles maintenant, là, et qu'il y en a marre de ça. Donc il faut changer ce système, aller dans le PLU, et après faire tout ce qu'il faut. Alors évidemment, il peut être retoqué, mais il est retoqué si on travaille mal. Donc travaillons bien. Donc sur cette délibération d'approbation du PLU, qui s'oppose? Un ou deux? Non, lui, il s'abstient. Il s'abstient. Lui, il n'est pas là, mais on sait qui c'est. Pardon? Je prends les directives. Ah oui, il faut lire la délib. Ah, malheureusement, il faut lire la délib. Mais c'est toi, là, c'est malheureusement pour toi, parce que c'est toi qui vas le lire. Désolé, la REL amène à lire la délib. Donc, par délibération en date du 7 novembre 2014, il a été fixé les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme de la commune et les modalités de concertation pour l'élaboration du PLU. Par délibération en date du 18 mars 2019, le conseil municipal a procédé à l'arrêt du projet du plan local d'urbanisme, ce projet de PLU arrêté n'ayant pas pu être présenté à l'enquête publique. Les textes réglementaires ayant évolué depuis cette date, il a été nécessaire de reprendre la procédure d'élaboration du PLU avec la présentation en conseil municipal du projet d'aménagement et de développement durable mis à jour, présentation lors de la séance du 26 septembre 2023. Le dossier du projet d'arrêt de PLU a été présenté par la suite à la séance du conseil municipal du 30 janvier 2024. À l'issue de cette délibération et dans le cadre de la phase de consultation des personnes publiques associées sur ce projet d'arrêt, les services de la DDT ont apporté des observations. Ces observations ont rendu nécessaire l'ajustement de plusieurs points sur le dossier d'arrêt de PLU et de ce fait ont rendu nécessaire la présentation d'un nouveau PADD. Ce nouveau PADD a été présenté aux personnes publiques associées pour avis. Ce document constituait le projet politique de la commune sur l'élaboration de son PLU et précédait l'arrêt du PLU. Il a été présenté et débattu à la séance du conseil municipal du 17 décembre 2024. Le nouveau dossier d'arrêt de PLU a été présenté à la séance du conseil municipal du 8 avril 2025. Ce dossier a été de nouveau transmis aux personnes publiques associées qui ont émis leurs différents avis préalablement à l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 août au 26 septembre 2025. Le dossier d'approbation du PLU a été présenté en séance du conseil municipal le 5 février 2026. Ce dossier a été rejeté à la majorité des membres en service. À l'issue des élections municipales, le choix de représenter le dossier d'approbation du PLU au vote du conseil municipal a été retenu. Par conséquent, vu le rapport d'enquête et les conclusions motivées remises en date du 24 octobre 2025, vu les modifications apportées au projet d'élaboration du plan local d'urbanisme arrêté en vue de son approbation, pour prendre en compte les avis joints au dossier d'enquête publique, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur, vu les différentes pièces composant le plan local d'urbanisme à approuver, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le plan local d'urbanisme joint à la présente note de synthèse. Donc on s'y recolle. Donc qui s'oppose? 2. Non, c'est 1. Et lui s'abstient. Donc qui s'abstient? 5. Merci. Donc le PLU est approuvé.
Alors, il y a d'autres délibérations. La 5e, c'est la délibération portant instauration du droit de préemption urbain. Tu veux la lire ou Allez. Alors, le droit de préemption urbain, qu'on appelle DPU, est un outil foncier mis à la disposition des communes par le Code de l'urbanisme. Il permet à la collectivité d'acquérir par priorité des biens immobiliers mis en vente afin de réaliser des actions ou des opérations d'aménagement d'intérêt général. Conformément aux dispositions légales, le DPU peut être instauré sur toute ou partie des zones urbaines, U ou urbanisées, AU, d'un plan local d'urbanisme approuvé. Dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLU, il est proposé d'instaurer le droit de préemption urbain sur les zones concernées par le document d'urbanisme. L'instauration du DPU vise notamment à permettre à la commune de mettre en œuvre les orientations d'un PLU, de constituer des réserves foncières, de favoriser la réalisation de projets d'aménagement, de développer une offre de logements, notamment sociaux ou abordables, de maintenir ou développer des équipements publics, de préserver l'équilibre urbain et la qualité du cadre de vie. Le DPU constitue ainsi un levier essentiel de la politique foncière et d'aménagement de la commune. Il est proposé d'instaurer le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones U du PLU et l'ensemble des zones AU du PLU. Le périmètre exact d'application du DPU est annexé à la présente délibération et correspond au zonage du PLU approuvé. Le droit de préemption urbain sera exercé par la commune dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme. Toute aliénation à titre onéreux d'un bien situé dans le périmètre concerné devra faire l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner, qu'on appelle DIA. La commune disposera alors d'un délai légal pour décider d'exercer ou non son droit de préemption, et l'instauration du DPU n'emporte pas d'incidence financière immédiate. Les acquisitions éventuelles feront l'objet de décisions spécifiques et seront intégrées au budget communal en fonction des projets poursuivis. Il est proposé au conseil municipal d'instaurer le droit de préemption urbaine dans les zones U et AU du PLU et de valider ce périmètre du DPU. Donc ça, c'est un engagement de pouvoir le faire, donc de pouvoir préempter sans qu'il soit prévu de le faire aujourd'hui, etc. Donc ça n'engage aucunement la commune, ça lui donne la liberté de le faire. Donc sur cette délibération, qui s'oppose, qui s'abstient? Une abstention. À laquelle? Est-ce qu'on les note? C'est toi ou Jean-Claude? Non, c'est moi. C'est toi. Okay. Délibération numéro 6, je te laisserai pour la modif. Non? Délibération numéro 6 portant instauration d'une obligation de dépôt de déclaration préalable pour les ravalements de façade. Afin de préserver les paysages bâtis et naturels, de répondre à la cohérence et à l'homogénéité du territoire qui possède un patrimoine remarquable, et afin de faire respecter le règlement du PLU qui prévoit des dispositions pour encadrer les aspects extérieurs du bâti, il est nécessaire de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement de façade. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Voici. Opposition, abstention, merci. Et alors on reprend le contrôle. Voilà, donc, pourquoi modifier le PLU? Cette partie, elle est beaucoup plus longue que la première, ne quittez pas. Notre PLU est fragile. Ah. Donc, ce PLU que l'on vient de voter, on est bien d'accord, il est fragile et il est inadapté à certains de nos projets municipaux, à des projets municipaux. Il a reçu un avis défavorable de la commissaire enquêtrice. Ça fragilise le PLU dans son ensemble. Là, je vous invite, on regardera le notabilité plus tard. La zone NH,
une grosse zone de la commune. Elle est sujet à un contentieux actuel et elle reste un point de fragilité au regard de la difficulté de poser la limite et de contraindre la constructibilité de ces espaces. Il y aura entre autres, il y a des zonages d'eau usée, des choses qui sont en révision qui font effectivement qui peuvent amener débat. Et en troisième point, le zonage de l'ancienne déchetterie ne permet pas la pose de panneaux solaires. Or, ce terrain fait partie de la concession solaire qui a été décidée sous la municipalité précédente et qui reste un des projets que nous voulons vraiment voir finalisé. Je vous fais un tout petit nota bene là pour l'avis de la commissaire enquêtrice. Il restera au PLU tant que la commune ne fera pas un nouveau PLU avec enquête publique. Ça, toujours, il restera. C'est le péché original. Un nouveau PLU sera. Alors, nous avons une opportunité qui a été fournie par la loi Huart. La loi Huart a été promulguée le 26 novembre 2025, elle nous attendait. Elle permet, lorsqu'il n'y a pas de modification de PADD, d'utiliser des procédures allégées pour modifier un PLU. Vous le comprenez aussi bien que moi, allégé, ça veut dire plus rapide et moins coûteuse. Donc la commune propose de modifier sans délai le PLU pour autoriser l'implantation de panneaux photovoltaïques à l'ancienne déchetterie, qui est donc au PLU qu'on vient de voter, classé NH, pour raison, ça vous en rappellerez, de compatibilité avec la concession solaire. Nous proposons aussi de modifier la limite de 10 logements nécessaires pour avoir une obligation de construire un logement social et d'imposer une mixité sociale de 25% pour les opérations comprises entre 5 et 10 logements. On veut travailler sur la mixité sociale. On veut intégrer la loi ENR, et là je dis si possible parce qu'on n'a pas eu le retour, on ne sait pas si ça peut se faire simplement. On veut prendre en compte de nouveaux commentaires qui ont été faits lors de l'enquête publique et qui n'ont pas été pris dans la phase entre l'enquête publique et l'arrêt d'aujourd'hui. Et on veut corriger les dernières erreurs dans les documents descriptifs du dossier PLU parce qu'il est vrai, il en reste, mais apparemment cette fois-ci on en a une liste quasi exhaustive. On n'est à plus de rien. Voilà. Plus tard, donc ça je vous ai parlé là, de l'évolution que l'on veut lancer. Il y aura des évolutions ultérieures, mais là je vous parle de 2026, 27, non, 2026 non, 27, 28 plus tard. Donc des modifications de PLU seront étudiées, mais avec la commission urbanisme, en utilisant la manne fournie par les remarques de l'enquête publique, et bien sûr les besoins émergents de divers projets en cours de mandature. Donc ce préambule étant fait, la délibération, c'est la 9e et dernière du conseil municipal, c'est la délibération validant la procédure de modification du PLU. Le plan local d'urbanisme PLU de la commune constitue le document de référence en matière d'aménagement et d'urbanisme. À l'issue de son approbation, plusieurs évolutions des besoins du territoire ainsi que des ajustements réglementaires et opérationnels rendent nécessaire l'adaptation de certaines de ces dispositions. La collectivité souhaite engager une procédure de modification du PLU afin de faire évoluer plusieurs règles et orientations sans remettre en cause l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, dont on parlait tout à l'heure. La procédure de modification a pour objet notamment d'adapter certaines dispositions réglementaires afin de faciliter la mise en œuvre de projets identifiés sur le territoire communal, de corriger des erreurs matérielles ou incohérences constatées dans les documents du PLU, de faire évoluer certaines règles de constructibilité, de stationnement ou d'implantation des constructions, d'ajuster le cas échéant les orientations d'aménagement et de programmation, OAP, donc c'est les zones dont on parlait tout à l'heure, ou le zonage sur des secteurs limités. Ces évolutions demeurent compatibles avec les orientations générales du PADD et ne nécessitent pas le recours à une procédure de révision. Conformément aux dispositions des articles L153-36 et suivants du Code de l'urbanisme, la procédure de modification peut être engagée dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD, ne réduit pas un espace boisé classé,
une zone agricole ou naturelle protégée et ne comporte pas de graves risques de nuisance. Le projet sera soumis aux consultations réglementaires requises et, le cas échéant, à une enquête publique ou à une mise à disposition du public selon la nature des modifications envisagées. La procédure comprendra donc les étapes suivantes: prescription de la modification du PLU, élaboration du dossier de modification, consultation des personnes publiques associées, organisation de l'enquête publique ou de la mise à disposition du public, analyse des avis et observations recueillis, approbation de la modification du PLU par délibération du conseil municipal. Il est donc demandé dans cette délib au conseil municipal de bien vouloir valider la procédure de modification du PLU. Donc, y a-t-il des questions? Des oppositions? De l'abstention? Une? Une. Voilà. Merci. Donc, tout à l'heure, j'ai oublié, donc l'ordre du jour des délibes est terminé. Par contre, j'ai oublié de vous parler des décisions du maire. Il y en a eu une de décision du maire depuis le dernier conseil municipal. C'est la modification des tarifs pour les marchés hebdomadaires et de la fête votive. Donc, il y a eu un travail de fond là-dessus. Je ne sais pas si Michel devait en parler, mais sinon, non. Voilà. Non, mais c'est pas grave. En fait, on avait. Je vais prendre de cours. Non, on est désolé. Michel. Ce que je peux dire, ça marche pas. J'ai une voix qui porte. Ce que je peux dire, c'est tarifs. On n'a pas fait ces tarifs comme ça. J'ai regardé un petit peu de partout les tarifs qu'on pratiquait dans les autres villages et je me suis appuyé surtout sur la responsable syndicale des marchés qui m'a orienté donc sur tous ces tarifs, marché, hors marché, food truck, fête foraine, grand manège, petit manège, bon, oui, adulte, enfant, c'est bon, on dirait pas, mais c'est du boulot. Donc, je veux dire qu'il n'y avait pas, en termes de forfait d'électricité, forfait d'eau. Alors, il n'y avait pas sur Loris, pas de forfait d'électricité et pas de forfait d'eau. Donc c'était Dallas, quoi. On venait ici, on se branchait, on utilisait l'eau et on ne payait rien. Voilà. Bon, merci Michel. Alors, le forfait d'électricité, c'est des forfaits de l'euro, de 4 euros. Le forfait d'eau, c'est 4 euros. Mais ça rentre dans le cadre de la régulation des prix des marchés. Voilà, c'était la décision du maire. Maintenant, on va passer aux questions diverses. Alors, avant les questions diverses, je vais laisser la parole un peu aux conseillers qui veulent parler, aux élus. Je voudrais faire un discours là, que j'ai écrit de manière à ce qu'il puisse être retranscrit au mot près sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc le rapport de la Chambre régionale des comptes est désormais public. Il est donc naturel que la presse s'en soit saisie et que les Lorisiennes et les Lorisiens s'y intéressent. Je crois qu'il faut l'aborder avec sérénité. Ce rapport n'est ni un réquisitoire, ni un document de polémique. C'est un diagnostic indépendant sur la situation de notre commune. Il met en évidence des fragilités qu'il nous appartient de corriger, mais aussi des points d'appui sur lesquels nous pouvons construire l'avenir. La Chambre formule 8 recommandations. Nous avons l'obligation d'y répondre et nous devrons, dans un délai d'1 an, présenter devant ce Conseil, puis devant la Chambre, les mesures mises en œuvre. Nous le ferons avec transparence et avec détermination. Les constats dressés par la Chambre ne nous surprennent pas. Ils confirment les analyses que nous avions réalisées avant les élections. C'est précisément parce que nous connaissions la situation financière de la commune que notre programme et les premières décisions de ce mandat ont été construits autour d'un objectif clair: redresser durablement les finances de Loris sans renoncer à préparer son avenir. Devant la situation financière très dégradée, le rapport souligne notamment que les taux d'imposition de la commune demeurent inférieurs à la moyenne des communes de la même strate et qu'il existe de ce fait des marges de manœuvre sur le plan fiscal. Nous avons déjà commencé à mobiliser ce levier avec l'augmentation de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
Nous poursuivrons ce travail à la rentrée sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants, comme l'ont déjà fait la plupart des communes de notre territoire, sauf nous. Mais chacun le sait, le redressement financier d'une commune ne repose jamais sur un seul levier. Il repose sur un équilibre entre des recettes mieux sécurisées, une maîtrise exigeante des dépenses, une recherche active de financement extérieur et une programmation réaliste des investissements. Ce Conseil a déjà voté des demandes de subventions et en votera d'autres. Mais il faut rappeler une réalité simple. Les subventions ne remplacent jamais les capacités financières d'une commune. Elles permettent d'accélérer les projets, mais elles supposent toujours une participation de la collectivité. Autrement dit, il n'y a pas de subvention sans projet. Et il n'y a pas de projet sans une commune capable d'en assurer le financement. La Chambre appelle également à davantage de transparence. Nous partageons pleinement cette exigence et nous nous sommes engagés à communiquer régulièrement sur l'avancée et les réalisations de notre programme, mais aussi sur les principaux indicateurs financiers de la commune, afin que chacun puisse suivre objectivement l'évolution de notre situation. Parmi ces indicateurs figure la capacité de désendettement. Elle mesure le nombre d'années nécessaires pour rembourser la dette de la commune si l'intégralité de sa capacité d'autofinancement y était consacrée. En 2024, cette capacité de désendettement atteignait 34 années, un niveau très largement supérieur aux seuils admis. En 2025, ce ratio s'améliore fortement grâce à l'aide exceptionnelle de 154 500 € accordée aux communes en difficulté. Cette amélioration est toutefois conjoncturelle et n'est en aucun cas durable. Notre objectif est d'obtenir une amélioration structurelle de nos équilibres financiers. Les orientations présentées dans le rapport d'orientation budgétaire lors de la séance publique du 16 avril 2026 visent à ramener progressivement et de manière pérenne cet indicateur autour de 10 ans en 2027, puis sous le seuil des 7 ans en 2028. C'est une ambition exigeante mais nécessaire. Et cette ambition, nous la maintenons malgré la baisse de 8,23% de la dotation globale de fonctionnement, soit 48 316 € de moins, malgré l'augmentation de la contribution SRU dont nous sommes à nouveau redevables, que nous estimions à 90 000 € et qui est en fait de 106 000. Les dépenses de personnel représentent naturellement un poste important dans le budget communal et constituent souvent le premier levier identifié par les audits financiers. Mais derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes qui assurent chaque jour le service rendu à la population. Notre responsabilité n'est pas de supprimer des emplois pour améliorer artificiellement des ratios comptables. Réduire les effectifs au point de fragiliter les missions essentielles de la commune ne serait ni efficace ni responsable. Notre responsabilité est d'adapter l'organisation des services afin d'offrir le meilleur service possible avec des moyens maîtrisés. C'est le sens de la démarche Service Plus que nous avons engagée, fondée sur l'amélioration continue de la qualité des services publics et l'optimisation de leur organisation. Et je veillerai tout particulièrement à ce que les missions essentielles de la commune soient à minima maintenues et améliorées chaque fois que c'est possible. Lorsque la Chambre régionale des comptes appelle la municipalité à une gestion rigoureuse des ressources communales, elle n'attend pas un plan d'austérité, mais une gestion attentive, exigeante et maîtrisée qui dégagera les marges de manœuvre pour développer la commune. C'est précisément la démarche que nous avons engagée. Dès cette année, malgré les contraintes financières, nous aurons réalisé plusieurs investissements utiles, notamment dans le domaine de la voirie, illustrant notre volonté d'améliorer concrètement le quotidien des habitants. Le rapport évoque également la représentation des élus minoritaires. Nous considérons que le pluralisme est une richesse démocratique. Si les observations formulées par la Chambre méritent l'attention, nous avons veillé depuis le début du mandat à ce que chacune des sensibilités représentées au sein de cette Assemblée puisse s'exprimer dans les meilleures conditions. Au total, ce rapport ne doit être ni minimisé, ni dramatisé. Il met en lumière des difficultés réelles, mais aussi des marges d'action, des perspectives d'amélioration. Notre responsabilité collective est désormais de transformer ces constats en résultats concrets au service de la commune et des Lorraisiennes et des Lorraisiens. Je remercie vivement tous les élus, et ils sont nombreux, qui travaillent sur ces dossiers, chacune et chacun dans sa délégation. En premier lieu, bien sûr, notre premier adjoint, Gérard Larrivé, et également notre adjoint aux finances, Jean-Marie Falli, et notre adjointe aux ressources humaines et à la qualité des services publics, Vanessa Thierry. Je remercie également nos agents administratifs qui nous accompagnent de leurs compétences et de leur expertise,
sous la responsabilité de notre DGS, Nadine Orbriange, dont le professionnalisme et l'investissement sont indispensables au redressement de notre commune. Le temps du constat est désormais derrière nous, vient le temps de l'action. C'est à cela que nous serons jugés, non sur les difficultés que nous avons trouvées, mais sur notre capacité à les surmonter, à redresser durablement notre commune et à préparer l'avenir de Loris. C'est le sens de notre engagement et c'est le devoir qui est le nôtre. Merci. Ceci dit, voilà, c'était mon petit commentaire sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Il sera annexé si possible. On va laisser la parole. Nicolas, tu voulais dire un mot sur tes actions? Bonjour à toutes et à tous. Donc juste pour vous parler un petit peu des associations, et ça me fait plaisir Eric que tu emploies le mot action, parce qu'on va s'y mettre, sérieusement. Juste pour vous dire que au cœur de la vie associative, on essaye de mettre de plus en plus de coopération et de liens. C'est la première année par exemple qu'on a réussi à réunir le Sporting Club Luberon, donc qui est le club de foot, et Loris en fait pour organiser les fêtes du 14 juillet. Donc il y a les moules frites le 13 juillet, le 14 juillet il y a la Yoli de Loris en fait. C'est aussi une des premières fois où on arrive à mettre un peu de coopération avec les commerçants autour de la place, grâce à Fabrice qui anime les commerçants du village. C'est la première fois que les commerçants vont aussi rencontrer les associations pour organiser quelque chose en commun et pas chacun de leur côté en se faisant la guerre forcément le jour de l'événement qui aura la plus grande terrasse. Donc j'aurais voulu insister là-dessus. Et aussi pour vous dire que samedi prochain, on allait organiser la première réunion interassociation, donc qui se déroulera aux Arcades à 10h. On a demandé à toutes les associations de venir et à l'ordre du jour, simplement, on reviendra sur les subventions qui ont été attribuées. On pourra expliquer pourquoi elles ont été attribuées ainsi. On remettra aussi le cadre de comment elles sont attribuées à partir de l'année prochaine. Donc on leur expliquera concrètement ce qu'on attend de chaque association en termes d'investissement pour la commune. On parlera aussi de la communication, comment est-ce qu'on pourra, avec Vanina, communiquer sur les actions de chaque association, mais aussi comment chaque association pourra véhiculer une image positive de notre joli village. On mettra aussi à l'ordre du jour la mise en place d'un agenda collectif pour qu'enfin on puisse, sur une année, pour que chaque habitant puisse savoir quel événement, par quelle association, par la mairie sera organisé tel jour, et on va éviter que les événements puissent se percuter avec des problématiques de réservation de salles, de réservation de matériel. On va mettre aussi en place, et ça collectivement, une nouvelle organisation pour le forum des associations en septembre. On aimerait que ça ne se passe plus comme avant, sans reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, mais on va essayer d'en faire une vraie fête, qui sera peut-être en fin d'après-midi, en soirée, avec des démonstrations, avec un repas collectif. Alors, en tout cas, on va essayer de faire quelque chose d'innovant et de différent. Voilà un peu les choses qui sont en train d'être mises en place avec les associations. Et aussi grâce à Isa, et c'est vrai, et sans voler la vedette, on va mettre en place pour les habitants de Loris, et en tout cas pour les associations qui signeront une convention avec le CCAS, un pass à sous Loris, c'est ça Isa? Passe à sous. Voilà, où on attribuera 20 € en fait à chaque habitant de moins de 25 ans, on prend de la jeunesse, qui viendra s'inscrire dans une association locale de Lorisienne. Donc c'est un grand pas aussi, et c'est Pas que les jeunes. Il y a... jusqu'à 25 ans. Oui, mais... Ah, tu veux changer? Non, pas du tout. C'est une partie du public concerné par l'action. Il y a d'autres publics, il n'y a pas que... C'est vrai qu'il y a d'autres publics. Il y a les handicapés. Il y a quoi d'autre, Lisa? Tu veux en parler? Ah bah oui, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Je suis Ah, désolée, ouais. là tu me prends de court, mais oui. Bon voilà, c'était juste pour vous dire quelques mots sur ce qui est en train d'être mis en place au niveau des assos. On est en train aussi de travailler des projets avec les associations sportives, là pour le coup, pour essayer d'améliorer, d'entretenir leur infrastructure, notamment au tennis, où on va les aider à avoir un cabanon là, pour ranger du matériel. Au foot, on va rénover les vestiaires, la buvette, et on va faire des travaux un peu plus importants à ce niveau-là, parce que c'est un peu triste, si je peux en parler. Et on va aussi aider le dojo avec quelques travaux que M. Ortega nous a demandé de faire. Voilà.
circulation, puisqu'on va faire dans ce sens-là. Dans le cadre de la circulation, Jean-Pierre, tu pourrais nous parler, on a fait une opération de comptage. Jean-Pierre, on a le feu à vous en parler. Oui, vous avez peut-être vu que jeudi dernier, le 18, il y avait quelques gilets jaunes dans les rues, mais ce n'était pas du tout des protestations. C'était très... Voilà. C'était une petite campagne de comptage directionnel. Ça rejoint bien sûr l'objectif, enfin le projet dont on vous a parlé d'entrée, à savoir sécuriser la traversée du village, à la fois en réduisant la vitesse et peut-être en essayant de limiter la circulation. Donc nous avons, alors bon, c'est petit, mais ça vous donne un petit peu une idée. Nous avons entre élus et bénévoles qui sont venus nous renforcer. Nous étions 12 le matin de 7h à 9h et 12 le soir. Et vous voyez, nous avons compté à ces différents postes de comptage. L'essentiel, le soir c'était la même chose, l'essentiel était d'essayer d'estimer ce qu'on appelle le flux de trafic. Le flux de trafic, c'est de transit, pardon. Ce sont les véhicules qui rentrent dans le village et qui en sortent sans s'arrêter. C'est un petit peu ça. Donc les deux points stratégiques, c'est bien sûr les deux ronds-points. À gauche, vous avez le rond-point des Fresses, à droite, le rond-point du cimetière. Alors, ce premier tableau vous montre le trafic du matin entre 7h et 9h et l'estimation, donc pendant 2 heures, l'estimation du transit est dans un sens, donc est-ouest, de 240 véhicules. C'était des véhicules tout compris sauf les 2 roues, hein, c'est-à-dire que c'était les véhicules légers et les poids lourds. Et dans l'autre sens, 141 véhicules. Si on regarde le trafic du soir, et c'est bien sûr là que c'est important parce que ça va nous permettre de dimensionner les flux pour élaborer notre projet, là les flux sont beaucoup plus importants, toujours sur une période de 2 heures, 17h, 19h, puisque vous voyez que rentre par l'ouest 750 véhicules en 2 heures, quand même assez considérable. Dans l'autre sens, c'est à peu près pareil, 773 véhicules. On ressort de l'ordre de 300, 380 et 323. Et donc si on regarde l'estimation du flux de transit, celui qui ne s'arrête pas, on est autour de 600. 612 dans un sens, 578 dans l'autre. Si on réfléchit un petit peu en moyenne, alors la moyenne n'est pas tout à fait... Enfin, c'est une indication, mais ce qui est important, ce sont les pointes, vraiment. Et en moyenne, ça veut dire que par minute, nous avons 5,1 véhicules dans un sens, 4,8 dans l'autre, qui traversent le village sans s'arrêter par minute. Et il est clair que les projets que mène Nicolas et dont on aura à vous parler vont avoir comme objectif d'abord de réduire la vitesse de ce trafic, qui parfois est très dangereux, on l'a dit, mais aussi peut-être de limiter ce transit en démontrant qu'il y a d'autres façons que de traverser le village pour aller de Lourmarin à Mérindol ou autre. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si... Isaac, vous voulez parler du plan canicule ou de l'événement? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, moi, je voulais juste vous présenter un petit peu les actions qui ont été mises en place suite au passage en niveau orange de l'alerte canicule. De mémoire, enfin, je ne sais pas, vous, les Lorisiens, si vous aviez eu déjà mémoire qu'on soit passé un jour en niveau orange. Mais pour nous, c'était un vrai choc et très vite, on s'est mis en action. Donc, dès lundi matin, on a réfléchi à mettre en œuvre des actions
pour permettre aux Laurésiens de vivre le mieux possible cet épisode vraiment pénible. Et on a ciblé 3 publics vraiment qui nous paraissaient les plus sensibles, les seniors, les enfants et les sportifs. C'est peut-être pas exhaustif, on a ciblé ces publics-là. Et puis après, on verra plus tard que de toute façon, ce plan est en cours d'élaboration et c'est une première approche. Donc, la première chose à faire, bien sûr, pour les seniors, c'est de tenir à jour le registre des personnes vulnérables. Donc, Madame Zaglio, qui est en charge du CCAS, avait déjà lancé cette actualisation de ce registre. Donc, ce registre est à jour. Elle a, dès mardi matin, appelé toutes ces personnes. Donc, inscrites sur le registre, elles sont 39. Elle les a toutes appelées pour s'assurer que ces personnes allaient bien et de connaître éventuellement leurs besoins. Donc, ce fichier est à jour. Nous avons ensuite identifié, trouvé un espace rafraîchi pour permettre aux Laurisiens qui n'avaient pas, qui ne pouvaient pas bénéficier à leur domicile d'espace fraîcheur. On a donc identifié une salle au réfectoire de l'école élémentaire. C'est une salle qui n'est pas actuellement utilisée, qui est climatisée. Et donc nous avons ouvert cet espace à tous les Laurisiens qui souhaitaient venir se mettre au frais. Dans un premier temps, l'idée c'était de l'ouvrir de 10h à 18h et puis très vite on a réfléchi que c'était quand même pas judicieux d'ouvrir cet espace pendant que les enfants étaient au réfectoire, etc., de mélanger des populations. Puis bon, c'est pas, au niveau de la sécurité, c'était pas raisonnable. Donc on a juste fait une petite modification hier. Cet espace était ouvert de 14h à 18h. Alors je dis était ouvert parce qu'on a quand même, aujourd'hui, je suppose que vous avez tous eu l'information, on est redescendu d'un niveau, on n'est plus en niveau alerte orange, on vient de repasser en jaune. Donc on va laisser cet espace rafraîchi ouvert jusqu'à la fin de la semaine. Je pense qu'il ne sera plus d'actualité à partir de la semaine prochaine, mais on a fait cette première expérience, on sait quel local on peut ouvrir, comment on peut l'ouvrir, comment on peut informer la population. Donc c'est vraiment une première expérimentation intéressante. On a aussi, et ça c'était en amont, on a aussi le parc du Grand Jardin, et c'est bien, on avait déjà décidé de l'ouvrir beaucoup plus souvent, et donc ben voilà, on a aussi un espace ombragé ouvert maintenant tous les jours. C'est quand même aussi important, c'est un espace où les gens peuvent venir se poser, se rafraîchir, se reposer. Il a aussi été décidé pour l'animation pause café, donc concernant les seniors, que l'espace de la salle de Loustaou n'étant pas un espace climatisé, que la pause café se déroulerait donc dans l'espace rafraîchi de la cantine. Bien sûr, il faut vérifier l'opérationnalité du plan communal de sauvegarde. Donc, ce plan communal de sauvegarde était à l'évaluation jusqu'à présent. Donc là, on a 2 adjoints qui sont en charge de l'actualisation de ce plan. Mais on va ajouter un volet spécifique au plan grand chaud, plan canicule. On ne sait pas exactement encore quel terme il va prendre, mais on va donc mettre un volet spécifique aux actions mises en place dans le cadre des périodes de canicule. Concernant les enfants, moi je suis intervenue dès lundi pour voir un petit peu comment ça se passait à l'école. J'ai vu des petites choses qui me paraissaient importantes de mettre en place. Donc c'est surtout sur la pause méridienne que c'est compliqué parce que c'est là qu'il y a énormément d'enfants qui n'ont pas accès à leur salle de classe pendant près de 1h30, puisqu'on le temps de repas déduit. Et donc je suis allée rencontrer le directeur du centre de loisirs, donc qui gère la pause méridienne, et on a décidé donc d'ouvrir 3 espaces climatisés pour les enfants. Alors je dis obligé, je mets des guillemets. Tous les enfants doivent passer un maximum de temps dans ces espaces climatisés et limiter le temps qu'ils passent dehors, soit pour aller aux toilettes ou passer quelques instants, 10 minutes pour aller jouer, mais ils doivent rejoindre les salles climatisées. C'est ce qui a été défini, c'est ce qui a été mis en place aujourd'hui, et j'ai demandé à ce que les enfants soient tous informés des nouvelles consignes. Il y a même une affiche qui a été produite par le centre de loisirs et présentée aux enfants. Donc voilà les consignes qui ont été mises en place pour la pause méridienne. On a quand même la chance à Loris d'avoir
un espace de cours végétalisé, désimperméabilisé, des salles de classe, que ce soit à l'école élémentaire ou à l'école maternelle, toutes climatisées, ainsi que le centre de loisirs. Donc on a quand même des conditions qui sont plutôt bonnes pour les enfants. Voilà, juste pour finir avec le public des sportifs, donc Eric dès lundi a envoyé un message à tous les clubs sportifs pour leur demander de réduire leurs activités sportives, enfin de préconiser de ne pas pratiquer d'activités sportives entre 10h et 18h. Voilà. Donc voilà vraiment les actions qui ont été mises en place dès lundi matin. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que d'autres élus veulent prendre la parole? Je crois que Dominique, tu avais... Oui, avec ton exposé, tu as répondu à 5 de mes questions, donc je vais poser la 6e. Oui. C'est juste pour entretenir le passage de l'église, parce que vraiment, c'est horrible. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et qui passent par là, et c'est pas entretenu comme il faut, donc je vous demande si vous pouvez l'entretenir. Alors, il y a deux points. Ce passage, il est... Thierry, je te donnerai la parole. Ce passage, il est effectivement pas entretenu à cause des firmes de Dijon. Donc ça, Thierry va en parler. Je vais te dire deux points. Il était quand même entretenu régulièrement. Là, j'ai des photos. Ah oui, mais il ne faut pas prendre des photos de ça, parce que c'est pas joli. C'est pas joli, mais c'est la preuve que... Non, le tour de Tarona, que vous allez voir, ça Non, On de ta remarque, donc demain matin il sera nettoyé. Et on va le nettoyer régulièrement et on va, j'ai pensé avec Colette et Julien, on travaille sur le sujet pour essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait moins de prolifération de déchets. Merci beaucoup. Si je puis me permettre, il y a 8 ans, depuis des années, vous avez toute une série d'orifices sur le mur de l'église. Ce sont des nichoirs. Mais on l'a, Thierry va y répondre. Vous allez, on va faire le nécessaire. Non, mais il y a eu des pics à un moment donné, ça sera absolument rien. Non, on va s'en occuper. Vous avez hier, j'ai rencontré ta voisine. Laquelle voisine? Celle qui a nettoyé la victoire, madame. La première maison qui est au début, Parce que côté église, il y a des trous effectivement qu'il faut boucher, mais côté le mur en face, il y a des fenêtres bouchées qui font un rebord, et les pigeons se mettent dessus, et ça c'est du territoire privé, donc c'est pour ça qu'il arrive d'aller voir cette personne, savoir s'il y avait moyen de faire quelque chose en termes de ces rebords. Ils vont dans les trous, mais ils vont aussi là. Bon, mais là c'est bouché. De toute façon, je vais venir te voir aussi. Et les procédures que Thierry, Colette et Julien sont en train de voir, c'est pour éviter la prolifération des pigeons. Et de ce fait, des filantes correspondantes. Mais au départ, c'est les filants. Voilà, donc s'il n'y a plus d'autres questions de qui que ce soit, on considère le conseil municipal fermé. Et donc maintenant, la parole est au public. Une petite question, s'il vous plaît. Quant à la prochaine ouverture du restaurant au château. Oui. Pas d'informations, quand ça va ouvrir. Ça ouvre le 3 juillet, a priori. Inauguration le 3. Donc le 4, non, c'est le 4. Le 7. Ouverture le 7. Et nous, on a le droit d'aller boire un coup avant le 3. Moi, je suis invité. Oui, mais c'est normal. Donc voilà, inauguration le 3, ouverture au public le 7. Ah, oui, le 7. Ouais. Donc, L'information est passée sur Panneau Pocket. Voilà, et voilà, tout le monde va être informé. Il y en a un qui se lève au fond. Salut. On t'entend pas, Philippe. Vous voulez parler plus fort. Vous avez validé le PLU tout à l'heure, et qu'en est-il de la ZAP? La ZAP, elle a été validée en février 2025. Il y avait eu 2 délibes dans le conseil municipal de février 2025. Une délib sur la ZAP qui avait été approuvée et une délib sur le PLU qui avait été rejetée.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas à les poser, nous sommes un espace ouvert, le conseil municipal est là pour ça. Bon, mais dans ce cas-là, je vous remercie. Ben, c'est pas dans la salle. Et enfin, Thierry. Je voulais simplement dire que normalement lundi, une entreprise qui interviendra pour réparer la voirie qui a abîmé certains endroits du village, donc au rond-point de la gare, pour les fameuses racines, et route de avenue des Mességuières et route de Puget. Donc normalement, elle intervient lundi, donc pour une réparation qui est plus demandée. Jocelyne. Je demanderais bien où on en est J'entends rien. où on en est pour les exigences de propreté des jardins. Hein, parce que Je crois que les ingénieurs de porter les jardins, à part refaire premièrement de la pédagogie et deuxièmement choper des flagrants délits, il y a peut-être aussi autre chose. On pourrait peut-être faire une affiche beaucoup plus grande, s'accrocher, parce que les gens, quand on leur dit, ils n'ont pas vu. Vas-y. Pour vous dire, justement, Jocelyne, pour répondre, je prends le micro. Je suis d'accord. Oui, pour répondre à cette problème de déjection canine, nous travaillons avec Philippe Wand et puis avec Issa aussi. On a travaillé à 3 justement sur un projet et qui est en train de se concrétiser d'affiches. Nous avons effectivement bien ciblé le Jardin Blanc comme étant un lieu privilégié de déjection canine, puisque ce matin j'y étais encore et j'ai vu qu'il y en avait encore et qui étaient récentes. Donc il y a des gens qui s'amusent à fréquenter avec leur chien ou le chien tout seul le Jardin Blanc en priorité. On a déjà fait des ramassages lors de la journée zéro déchet. Personnellement, c'est moi qui portais le sac des déjections canines. On a ramené la moitié d'un sac. 3 jours après, il y en avait autant au Jardin Blanc. Donc il y a un problème d'incivilité énorme sur les personnes qui lâchent leurs chiens dans cet endroit, en sachant pertinemment que, et là c'est un message que je veux faire passer, je le fais de façon un peu forte, parce qu'on accuse effectivement la mairie de ne pas mettre les moyens pour peut-être nettoyer. Il s'avère que cet endroit est fréquenté très régulièrement par des propriétaires d'animaux qui lâchent je ne sais pas quand. Alors comme disait Eric, il faut trouver là où ils sont à ce moment-là. L'affiche que l'on est en train de faire, qui va être imprimée sous peu, rappelle l'arrêté de 2024 et que cet arrêté donc indique que si on ne ramasse pas les déjections canines, on est soumis à une amende de 135 €. À ce moment-là, avec l'accord de Monsieur le maire, il y aura des interventions aléatoires de personnes qui seront mandatées pour pouvoir faire payer cette amende, mais c'est assez délicat dans la mesure où effectivement il faut trouver la personne, prendre la personne sur le fait. Mais c'est vrai que, on le regrette, mais il y a quelques personnes, je dis bien quelques, c'est pas l'ensemble des Lorisiens, qui ne respectent pas du tout le jeu de ramasser les déjections de leurs animaux. Et c'est bien regrettable. Excuse-moi, Eric, une dernière chose. Je voudrais rappeler quand même que ça se passe à ces déjections canines, c'est assez limité. C'est au Jardin Blanc en priorité. Il y en a quelquefois aussi dans les rues de Loris. Mais on n'observe pas du tout ça au Grand Jardin. Je ne sais pas, mais les gens qui se promènent au Grand Jardin avec leurs animaux respectent cet endroit et il n'y a pas de saleté. Le Jardin Blanc il est beaucoup plus ouvert. Alors, le Jardin Blanc est plus ouvert. Maintenant, le Grand Jardin est ouvert 7 jours sur 7. Mais c'est un lieu, je pense aussi, où les gens vont plus lâcher leurs chiens. Comme au Grand Jardin, normalement, le chien doit être tenu en laisse. On ne voit pas ce phénomène. Voilà, c'est juste une remarque. Mais
Au Jardin Blanc, les chiens doivent être tenus en laisse également. Bien sûr. Voilà. Je suis entièrement C'est pas le d'accord. cas, mais ça, c'est un des premiers motifs peut-être Oui, c'est évidemment quand on laisse son chien. Donc les chiens doivent être tenus en laisse. Moi, je me promène avec la mienne, elle est toujours en laisse. Et je ramasse ses crottes. Ça se passe surtout la nuit en fait. Ouais. Très tôt le matin. On est aussi de la rue Savonnière, allez voir la rue Savonnière, vous allez voir. Oui, mais c'est vrai ailleurs, effectivement. On les voit faire, hein, ils regardent à droite, à gauche, personne ne regarde, je laisse. Et rue sur la route aussi. Céline, tu avais une question? Oui, j'avais une question. Non, c'est un micro, vous êtes assis Merci. J'avais juste une question en tant que citoyenne. On est en canicule et il y a le débroussaillage qui doit se faire, logiquement. Et à l'heure actuelle, une bonne partie de la zone en bas de la plaine est à la charge de l'ASA. Donc aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on fait une demande auprès de la municipalité ou est-ce qu'on fait une demande auprès de l'ASA pour savoir quand est-ce qu'ils vont s'occuper des ruisseaux? Parce qu'aujourd'hui, personnellement, quand j'essaye de sortir de chez moi, je ne vois absolument pas la route. Ah oui. Donc on en est aujourd'hui où c'est du quasiment 2 mètres de haut. Alors, je ne sais pas si ces zones-là sont du ressort de l'ASA ou de la commune. D'accord. Il y a une partie qui est entretenue par l'ASA Ouais. et une partie qui est entretenue par la mairie. La partie de la mairie est faite, pas celle de l'ASA. Mais ça, il faut qu'on. L'ASA, c'est un organisme indépendant, donc on va prendre contact avec eux en disant de faire le travail. Après, il faut qu'on le fasse. Je viens de là. Ouais. Thierry viendra voir. D'autres questions? Eh bien, écoutez, merci à tous d'être venus pour ce nouveau conseil municipal et il y en aura un autre en juillet. On fera vacances en août, je pense. Et puis donc, à très bientôt. Merci.